Et merci Pauline pour ces précieux conseils. Et maintenant, c'est le temps de la runterview. Et aujourd'hui, une runterview un petit peu spéciale avec les restrictions liées au déplacement et les rayons de 10 km. Et mon invité, c'est Jérém. Jérém, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Eh bien salut tout le monde, c'est Jérém, j'ai 37 ans. Je cours depuis tout petit, aussi loin que je me rappelle, les premiers crosses que je faisais dans les petits villages du coin, en région parisienne. Et ma première course officielle, 2007, le Summit de Paris. Donc, ma première course en tant que senior. En parallèle, j'ai beaucoup joué au foot pendant 20 ans. J'ai joué au plus haut niveau départemental dans les Yvelines. Mon père était un très bon coureur de niveau régional avec un record au marathon de 3h07. Je cours depuis 2007 officiellement, mais vraiment depuis 2013 où je fais vraiment que de la course à pied. Est-ce que tu as des terrains de prédilection de course, c'est-à-dire bitume, trail? Alors j'ai commencé la course à pied sur les routes et j'ai eu la chance de découvrir le trail. Ouais, moi je dis trail, je dis pas trail, ça dépend. Il y en a qui disent trail, il y en a qui disent trail, moi je dis trail. Il y a Damien Trail aussi. Il y a Damien Trail, exactement, très connu. Et j'ai découvert le trail en 2013 avec les potes du triathlon, un soir d'apéro un peu arrosé je pense. On s'est dit, et si on faisait la Saint-Élion? C'est comme ça que j'ai découvert le trail. Je m'envoie aussi beaucoup de séances sur piste parce que j'adore cette sensation de vitesse. Et rien que pour ça, je pense que j'abandonnerai jamais les courses sur route. Alors, en termes de course, tu as fait combien de marathons, combien de trail, d'ultra-trail? Alors, depuis mon premier semi-marathon en 2007, j'ai couru 7 marathons. Côté route, il y a eu aussi pas mal de semis, beaucoup de 10 km. Après, en trail, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses depuis la Saint-Élion. Il y a eu la Marathon Race à Annecy, les Templiers 2 fois, l'OCC, donc c'est la plus petite des courses de l'UTMB. Il y a eu la 6000D. Et c'est pas celle-là où tu remontes une piste de bobsleigh? Ouais, tu prends la piste de bobsleigh qui a servi pour les Jeux Olympiques. Albertville? Ouais, alors la piste de bobsleigh, c'est sympa pendant 200 mètres. Après, on a l'impression d'être dans le métro parisien. Parce qu'avec les bâtons, ça fait un bruit de dingue. Nous, on a pu monter au glacier parce qu'il y avait un orage qui était annoncé. Et franchement, ouais, à ce moment-là, c'est la première fois que j'ai eu peur pour ma vie en course à pied. D'accord. Voire même dans le sport. D'accord. Parce qu'on s'est pris un orage. Je ne sais pas si vous êtes déjà pris un orage de montagne, mais quand en plus vous le prenez et que vous êtes au sommet, parce que là on était sur le col, vous faites pas vraiment le malin. Je me suis emmitouflé dans ma veste imperméable. J'ai même pas fini ma soupe et j'avais qu'une idée en tête, c'était de redescendre le plus vite possible pour regagner de la température, parce que j'étais gelé. J'étais avec mon pote Fab, qui lui ne sentait plus ses doigts, donc on a bien flippé. Ça a mis une bonne demi-heure avant que ça revienne, donc un moment pas sympa. Vraiment faites attention, ne vous engagez pas sur un trail de montagne. Là c'est le coach qui parle. Ne vous engagez pas sur un trail de montagne sans vraiment être préparé. Tu parlais de coaching, puisque tu viens de m'en parler. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais? J'ai passé mes diplômes d'entraîneur en 2017 parce que j'avais cette envie de partager, j'ai un côté que je pense assez pédagogue. J'avais envie d'aider des gens, je ne savais pas comment je pouvais le faire, et après m'être renseigné, je me suis rendu compte que je pouvais le faire dans le sport. Et en 2016, voilà, j'ai entamé les démarches pour devenir entraîneur course à pied. Donc j'ai passé les diplômes auprès de la Fédération française d'athlétisme. Pourquoi les diplômes fédéraux et pas des diplômes d'État? Tout simplement parce qu'à l'époque, en 2016, j'avais un métier, j'avais une maison, donc un crédit à rembourser évidemment, comme beaucoup. Et que retourner sur les bancs de la fac pendant 2 ans sans salaire, c'était juste injouable, c'était impossible. Donc voilà, c'était une façon de... Alors c'est une année qui a été très rythmée, très chargée, parce que le week-end et les vacances, fallait aller se former au métier d'entraîneur. Et ce qui est cool, c'est que j'ai appris absolument tous les gestes de toutes les disciplines de l'athlète. J'ai fait du saut en longueur, j'ai fait du saut à la perche, j'ai lancé le disque, le javelot, le marteau. Bien sûr, il y a eu une grosse dominante demi-fond. Mais voilà, c'était aussi l'occasion de revoir les bases. Quand ça vient d'une personne qui est passionnée, je pense que de toute façon le côté pédagogique, là, il y est forcément. Du coup, si vous êtes intéressé par le coaching de Jérém, je vous mets en commentaire tous les liens. Allez-y, envoyez un message et il va vraiment vous aiguiller et s'adapter à votre niveau. Justement, là, tu parles de niveau, Seb. La transition, elle est toute trouvée. J'ai dans mes athlètes, des athlètes de tout niveau. J'ai tous les âges, j'ai tous les types de terrain, j'ai
de celui qui court le 10 km en 34 minutes à celui qui pratique l'ultra trail. Donc clairement, ne pensez pas que le coaching c'est réservé à des athlètes de haut niveau. Vous avez tous à y gagner dans votre pratique, et j'ai envie de dire encore plus si vous débutez, parce que c'est là que le coach va pouvoir vous apporter les bonnes habitudes, les bons réflexes pour votre pratique de la course à pied. On n'a pas parlé au niveau professionnel, savoir ce que tu faisais au moment où tu as commencé tes coachings. Eh ben j'étais dans la finance, j'étais contrôleur de gestion. Un contrôleur de gestion, pour être bref et pas trop ennuyant, c'est quelqu'un qui s'assure que les budgets sont bien respectés, sont bien tenus. Donc rien de très excitant. Et 2019, après un changement de poste au sein d'une grande banque française, gros burn-out. Pas dans le sens où j'avais une charge de travail énorme, mais dans le sens où je voyais plus d'intérêt à ce que je faisais. Je m'ennuyais, j'allais au boulot vraiment à reculons, et j'y allais uniquement parce que je savais que le midi j'allais courir entre midi et 2. Et donc après beaucoup d'arrêts maladie, s'en est suivi une grosse remise en question, et puis avec ma femme Aurore, on en a beaucoup parlé évidemment, elle m'a beaucoup soutenu pendant cette période très difficile de ma vie. Je pense que c'est la période la plus difficile que j'ai eu à traverser, quand vous savez pas trop ce qui vous arrive et que vous êtes vraiment impuissant face à la situation. Bon, on a décidé que voilà, j'allais quitter mon travail dans la finance et que j'allais faire tout ce que je pouvais pour vivre du coaching. Et c'est comme ça que qu'en janvier 2020, fin janvier 2020, le 31 janvier, j'ai claqué la porte de cette banque pour rejoindre à 100% mon activité de coaching avec Gfit. Si vous avez des envies de reconversion professionnelle, alors attention, je dis pas qu'il faut tout quitter du jour au lendemain, il ne faut pas faire ça n'importe comment, mais dans la mesure du possible, si vous avez les moyens de le faire, n'attendez pas, faites-le, même s'il y a un risque financier, faites-le, parce qu'au pire, vous retrouverez un job un peu plus tard, mais faites-le parce que sinon vous allez regretter toute votre vie. On va parler un petit peu performance. Est-ce que tu as des chronos en marathon? Ouais, alors j'ai un record qui date d'octobre 2019, un peu avant le confinement, qui est en 3h15. Ouais. Et l'idée là, c'est très prochainement, donc à la fin du mois, d'aller taquiner la barre des 3 heures. Donc en ce moment, c'est préparation marathon pour aller atteindre cet objectif qui m'a toujours fait rêver, qui est pour moi une barre très symbolique, et un peu comme la barre des 35 minutes sur 10 km et la barre des 100 km en ultra. J'ai vraiment envie d'aller fracasser cette barre des 3 heures sur marathon. Où est-ce qu'on peut voir ta préparation et te suivre sur les réseaux de manière générale? Alors la prépa, pour la première fois depuis que je suis sur YouTube, donc depuis 2017, je me suis lancé dans un vlog où je vous montre tout, enfin pratiquement tout. Je vous montre mes séances d'entraînement, je vous montre les séances qui vont bien, les séances qui vont moins bien, parce qu'il ne faut pas non plus montrer que tout ce qui va bien. Et donc vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube, donc Gfit, JF2ET. Et vous pouvez aussi retrouver du contenu un peu plus pédagogique sur Insta avec mon pseudo Jérémy.Fiolet. Voilà. Nous courons avec Jérém à Eysines au domaine du Pinsent. C'est un domaine très boisé et il y a beaucoup de joggeurs. Donc voilà, si vous êtes dans la région bordelaise, plutôt au côté ouest, le domaine du Pinsent, c'est hyper agréable, il y a une jolie boucle. Et voilà, je pense qu'il y a un petit peu de... Voilà, c'est pareil, il n'y a pas de dénivelé. Mais bon, prendre un petit peu de plaisir. Et vu le monde qu'il y a, vous pourrez trouver allez, un ou deux camarades de course pour discuter et partager. Parce que c'est ce qu'on a dans le running, c'est le partage. Parmi toutes ces courses, laquelle as-tu préféré? C'est un peu vache comme question. C'est un peu vache. C'est un peu vache et je vais t'en donner deux. Je vais t'en donner une sur route et un trail. Ouais. Le trail, ça va être les Templiers, la deuxième fois. D'accord. J'y suis retourné l'année après ma blessure qui m'a contraint à l'abandon. Ouais. Et cette fois, j'ai terminé. Et quand je suis arrivé au dernier ravito, il restait 5-6 km, mais quand même 2 heures de course parce que 5-6 km très technique. On montait au Puncho d'Agast, pour ceux qui connaissent l'Aveyron. Et là, je savais, j'ai senti que c'est bon, j'allais aller au bout. Je repars du ravito, faux plat descendant, je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer parce que les nerfs lâchent, parce que je sais que je vais y arriver. Je sais que ma femme et ma fille vont être fiers de moi. Et je tape un sprint
dans les 300 derniers mètres, à tel point que les gens me disaient mais ralentis, ralentis, tu vas trop vite. C'était un sentiment d'euphorie, une décharge d'adrénaline incroyable. Et sur route, mon meilleur souvenir, c'est pas une course que j'ai faite tout seul, c'est le marathon de Paris. Alors je sais plus, je crois que c'est 2018, si je dis pas de bêtises, où en fait j'ai accompagné deux athlètes. J'ai accompagné Julien sur le premier semi, et puis ensuite j'ai fait une pause, j'ai attendu au niveau du semi, et là j'ai récupéré Hortense pour terminer le marathon avec elle. Et c'était, ouais, c'est comme tu disais tout à l'heure, on court pour, aussi pour partager, et c'était un moment de partage, mais vraiment, vraiment dingue. Quels étaient les pires souvenirs de course que tu as eu? Alors le pire, bah, je pense que c'est ma première fois sur les Templiers. Ouais. Cette blessure juste avant l'arrivée. C'était impossible, il restait 2 heures de course à faire sur une jambe. C'était injouable. Clairement, ouais, les pires souvenirs, c'est toujours les abandons. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu 3. Il y a eu les Templiers. Il y a eu l'Aurigole, qui est un ultra trail en région parisienne, qui se déroule de nuit. Ouais. J'avais fini la première boucle de 30 km, puis j'avais été arrêté par la Croix-Rouge parce que j'étais en hypothermie. D'accord. Donc ça, pas cool non plus quand c'est le corps qui vous lâche. Ouais. Et malgré tout, le plus douloureux, ça reste le marathon de Paris en 2019, parce que j'y allais pour taquiner cette fameuse barre des 3 heures, et que mon corps me lâche après une telle prépa. Je venais de voir ma femme et ma fille au 22e kilomètre, et 1 kilomètre plus tard, obligé de marcher parce que le nerf sciatique bloqué. J'étais en larmes sur le côté, les spectateurs m'encourageaient à continuer même en marchant. Et clairement, quand vous venez pour faire 3 heures, vous n'avez pas envie de finir si vous savez que vous allez finir en 3h45. Donc ça, ouais, c'est le plus mauvais souvenir que j'ai de ma jeune carrière de coureur. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu récupères après tes entraînements et puis tes courses, quoi? Alors vraiment, après ça dépend du niveau des gens et du nombre de fois que vous allez courir chaque semaine. L'ingrédient principal, primordial, indispensable pour bien récupérer, c'est le repos. Ne pensez pas que pour courir, que pour progresser en course à pied, il faut courir et courir et courir. Non, il faut surtout vous reposer, c'est à ce moment que votre corps il s'adapte pour progresser pour les prochaines séances. Donc le repos, et après, ce qui est hyper important, c'est l'alimentation. Donc quand je dis l'alimentation, c'est aussi l'hydratation, donc la nutrition dans son ensemble. Parce que ce que vous donnez à votre corps, c'est ce qui va vous permettre d'avancer pendant vos séances et vos compétitions. Donc si vous vous enfilez des steaks frites après chaque séance, ça peut pas marcher parce qu'en plus vous allez créer un terrain propice aux inflammations et donc vous récupérerez beaucoup moins bien et surtout vous risquez de vous blesser. Tu pratiques une discipline qui est pour moi hors norme, c'est l'ultra trail. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu nous définir un peu ce que c'est que cette discipline qui est l'ultra? Qu'est-ce que ça te procure? Déjà qu'on s'entende bien sur la définition de l'ultra, il y en a deux. Il y a celle de la Fédération Française d'Athlétisme qui dit qu'un ultra c'est plus de 42 km, donc tout ce qui est au-delà du marathon. Si vous faites 43 km, vous avez couru un ultra. Et il y a la définition de l'Organisation internationale de l'ultra trail qui dit que c'est les courses de plus de 80 km. Peu importe, clairement l'ultra, comme tu le dis Seb, c'est plus qu'une définition, plus qu'une distance, c'est vraiment une aventure. C'est quelque chose qui... comment vous dire? C'est une vraie aventure intérieure. C'est quelque chose, vous prenez le départ, vous ne savez pas si vous allez voir la ligne d'arrivée. Et ça déjà, ça peut créer un sentiment de stress, un sentiment d'angoisse, parce que vous êtes dans l'incertitude, et l'humain, le cerveau humain, il déteste être dans l'incertitude. Donc vous avez tendance à aller vite pour justement vite rallier l'arrivée. L'ultra, c'est vraiment découper petit bout par petit bout, ne pas voir plus loin que le prochain ravito, parce que si vous prenez la course dans sa globalité et que vous vous dites là j'ai fait 5 km, il en reste 100, il en reste 60, il en reste 40, c'est trop compliqué à gérer pour le cerveau, et c'est le meilleur moyen de ne pas aller au bout de votre objectif. Donc vraiment l'ultra, vous dire que vous partez pour une aventure, que vous ne savez pas du tout comment ça va se passer, parce que vous n'avez aucun contrôle sur ce qui va se passer. Vous avez beau vous êtes entraîné pendant des mois, avoir répété les gestes à l'entraînement, la stratégie de nutrition,
le jour de la course, il y a forcément un truc qui va se passer, il y aura forcément des imprévus. C'est là qu'il faut être fort, c'est parce qu'il faut une capacité d'adaptation remarquable pour venir à bout de ces ultras. Quelle est la plus grande distance que tu as fait pour un ultra? Alors la plus grande distance, elle date d'il n'y a pas très longtemps, début mars. Et tu étais avec moi, hein, tu étais à mes côtés sur le vélo. Ouais. Je crois que tes fessiers s'en rappellent encore. Carrément. On a parcouru ensemble le GR Bordeaux Métropole, qu'on avait rebaptisé UTBM, Ultra Trail Bordeaux Métropole pour l'occasion. Et donc on a couru 122 km. Et c'est à ce jour la plus longue distance que j'ai parcouru à pied. Prochain défi, c'est quoi? Alors le prochain défi, ça va être le GRP, donc le Grand Raid des Pyrénées, qui a lieu fin août. Et je me suis engagé, alors je vais pas donner le nom de la course parce que je me trompe à chaque fois, je sais jamais si c'est le Tour des Lacs ou le Tour des Cirques, mais c'est le 80 km. Donc c'est une façon de mettre un premier pied dans l'ultra trail en montagne, parce que là on est sur de la haute montagne, ça va rien avoir à voir avec les courses que j'ai pu faire, que ce soit les Templiers, la Saint-Élion ou même l'OCC, parce que c'était beaucoup plus court. Et pour avoir fait quelques balades dans les Pyrénées, c'est très technique comme terrain. J'ai une petite question qui va être vacharde. J'aurais pu te la poser après ton GRP, mais bon, je la pose quand même. UTMB ou GRP? Ah, c'est un peu comme demander à un fan de jeux vidéo PES ou FIFA, quoi. Ouais. Très clairement, pour avoir fait l'OCC, donc sur les parcours de l'UTMB, et pour avoir fait de belles recos dans les Pyrénées, je suis désolé pour nos amis des Alpes, mais les Pyrénées, donc le GRP haut la main, parce que alors c'est plus technique comme je disais tout à l'heure, et c'est surtout franchement c'est beaucoup plus joli parce que c'est beaucoup plus sauvage. Bon, c'est vrai qu'avec l'UTBM, bah, tu nous as prouvé que tu pouvais devenir bordelais, mais c'est pas suffisant. Oh, je t'ai conservé le meilleur pour la fin. Ah, je crains le pire. Ouais, c'est le questionnaire. Oh. Le questionnaire du bordeluche. Oh. On peut pas faire ce questionnaire avec cette tenue là. Je pense qu'il va falloir se changer. Pas possible, on peut pas rester comme ça. Allez, on se retrouve. Et on pouvait pas faire le questionnaire bordeluche sans la viennoiserie, le dessert préféré des Bordelais, le cannelé. Déjà tu marques un bon point, hein. Est-ce que c'est bon le cannelé d'abord? Ouais, c'est hyper bon, c'est hyper bon. Moi j'adore le rhum, donc forcément j'adore le rhum, j'adore la cannelle, je suis fan de flan pâtissier, donc franchement le cannelé, ouais, c'est vraiment cool. Et c'est le premier que j'ai mangé, c'était à Bordeaux. Ouais. Oh, croustillant à l'extérieur, mou à l'intérieur. Ça devrait être la devise du cannelé. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu connais la plus grande place d'Europe? Est-ce que tu l'as? La place des Quinconces. Bien. La plus grande rue commerciale d'Europe? La rue Sainte-Catherine, évidemment. Comment appelle-t-on le sac plastique qu'utilisent les Bordelais pour leurs achats? Une poche. C'est ça. Très compliqué de se mettre à dire une poche. Je sais qu'en Belgique ils disent poche aussi. La première fois que vous allez dans un magasin et qu'on vous dit vous voulez une poche, c'est très étrange. Comment on dit c'est compliqué, c'est embêtant? C'est gavé chiant? Non. Ah, je sais je vais le coincer. Je l'ai pas. Alors encore le dialecte. Mais oui. On dit ça daille. Ça daille. Voilà, ça daille. D'accord, ça daille. Ah ouais, ça daille. Bon. Un abandon en pleine course, voilà, ça daille. Fail. Voilà, ça daille, voilà, c'est ça. D'accord. Le rôti qui est trop cuit, voilà, ça daille. C'est ça. La belle-mère qui vient manger à la maison, ça non, daille. Non, ça daille pas. Ça daille pas. Comment on dit oh pu en bordelais? Je sais pas non plus, je suis nul en gros mots. Ouais, mais je crois que t'as eu un indice. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Mais oui, c'est ça, est-ce que t'as retenu? Je n'ai pas retenu. Voilà, c'est O Anki. O Anki. Ouais, c'est ça. O Anki. Voilà. O Anki. Attends, je pense que je commence à être. Je suis en manque de sucre là. Il me faut un autre cannelé, quoi. Il a des cannelés dans son. J'ai les cannelés. Je crois qu'il aime. Hein. Et là, ça y est, il a la Bordeaux Touch. J'adore Bordeaux. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tiens, autre question. Comment on dit beaucoup, énormément en bordelais? Ça, je l'ai. Ça, je l'ai depuis le début, c'est gavé.
C'est gavé. J'ai ma fille qui est en CP et qui forcément s'habitue plus vite que nous. Elle nous le dit tout le temps. J'ai gavé mal, j'ai gavé faim. Une enfant quoi. Ça daille. En quelle année a été créé le club des Girondins de Bordeaux? Eh oui. Tu vois ton écusson. 1881. Non, c'est ça ou pas? Il a triché. Ouais, c'est ça, 1881. Ah oui. Quelle est la page Facebook, le compte Insta emblématique des Bordelais? C'est gavé fier d'être bordelais. Voilà, Oh, gavé punaise. faire d'être Bordelais. Yes. Bon, j'en profite pour souhaiter l'anniversaire à Julien, c'était hier. Donc bah voilà, au moment où on enregistre, hier c'était son anniversaire. Happy birthday Julien. Voilà, happy birthday Julien. Ça nous fait gaver plaisir de te le souhaiter. Voilà, ça fait gaver plaisir. Qui est l'entraîneur de l'UBB? Allez, un petit indice. Son prénom c'est Christophe. Eh, ça m'aide pas du tout. Eh oui. Ça m'aide pas du tout. J'aurais pu Christophe. Jean-Louis Gasset. Non. Non, Non. c'est pas ça. Hein. Christophe Furios. Ah, Voilà, Christophe Furios. Jérém, est-ce que tu as à nous conseiller un athlète ou un sportif qui serait chaud pour faire la interview? Eh bien, j'ai appris il n'y a pas longtemps que Rio Mavuba, qui est ancien footballeur professionnel de l'équipe de France, champion de France avec Lille et Bordeaux, si je ne m'abuse, se préparait pour courir un marathon. Il est bordelais, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'aimerais beaucoup te voir, Rio, dans cette interview qu'on pourrait rebaptiser Rio-terview peut-être. Ah ben tiens. Pourquoi pas. Donc Rio, si tu vois cette vidéo, nous on est très chaud pour faire la interview avec toi. Eh ben écoute, on attend ton retour. Bon, en tout cas, nous on s'est bien éclaté. J'espère que vous kifferez autant qu'on a pris de plaisir à la tournée. Et comme dirait Jean-Luc Reichmann, attention à la marche. Attention à la marche. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-vous sur les pouces bleus, partagez, likez et abonnez-vous à ma chaîne. En attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, kiffez la vie car plus tard, il sera trop tard. Et n'oubliez pas que le running est une fête. Salut les athlètes. Ciao ciao.